Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder avec vous un sujet qui malheureusement touche de plus en plus de personnes. On appelle cela la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique. Alors, c'est quoi exactement ce type de fibromyalgie? Eh bien en fait, c'est une forme de syndrome de fatigue chronique évolutif à composante, on va dire, rhumatologique. Elle ressemble en fait à une forme d'arthrite extrême avec fatigue, migraine, anxiété, dépression et douleurs osseuses, musculaires, voire même tendineuses chroniques. Donc souvent les gens se plaignent de douleurs diffuses lorsque l'on fait des appuis à des points particuliers sur les avant-bras ou dans le dos. Alors, dans le syndrome de la fatigue chronique, on constate très souvent en fait une exposition, comme son nom l'indique, chronique au stress, qui provoque en fait un épuisement progressif des réserves de magnésium et des glandes surrénales. Je vous rappelle, glandes surrénales situées au-dessus de vos reins et qui fabriquent le cortisol, l'hormone qui vous met en vigilance. Alors, on constate en fait ensuite très souvent en fait des troubles du sommeil importants tels qu'un endormissement difficile ou des réveils nocturnes fréquents qui vont empêcher finalement la personne de se régénérer. Alors, dans les cas plus extrêmes, évolutifs, la dépression peut suivre, ce qui via la baisse de la dopamine, un neurotransmetteur en fait du cerveau, va amener la personne à ressentir plus intensément justement cette sensation de douleur au niveau des muscles, des tendons et des fascias, qui sont des membranes qui enrobent nos muscles ainsi que nos organes, parce que ce sont en fait des endroits où la tension musculaire est continue pour des questions simplement de maintien de posture. Alors, il ne faut pas oublier qu'une carence en magnésium augmente déjà à la base considérablement la tension musculaire. Donc vous doutez bien ce que je vais vous suggérer plus tard comme première possibilité. Checkez votre niveau de magnésium et vous complémentez. Alors pour revenir à ce que c'est exactement la fibromyalgie, je vais vous donner quelques caractéristiques qui ont été biologiques, qui ont été évaluées sur des muscles prélevés chez des sujets fibromyalgiques. On a constaté un épuisement des réserves d'ATP, qui est l'énergie produite par les cellules, un épuisement des réserves de magnésium dans les fibres musculaires, un excès de calcium, un déficit en vitamine B, un effondrement des antioxydants, un stress oxydatif, forcément, puisqu'il y a un effondrement des antioxydants, une inflammation présente et une réduction du volume musculaire. Donc ça, ce sont des points communs qui ont été constatés au niveau biologique chez les sujets fibromyalgiques. Alors, qui est touché finalement? Quels sont les sujets qui sont plus prédisposés à être touchés par la fibromyalgie? Il faut savoir que la maladie en fait est 2 fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. Sans doute à cause d'une augmentation d'œstrogènes, les hormones en fait, qui amplifient finalement les pertes en magnésium, ça on le sait déjà, et donc ça expose la personne à une plus grande vulnérabilité au stress, car le magnésium est vraiment un régulateur de votre stress. Vous êtes aussi plus susceptible de développer la fibromyalgie si vous souffrez de stress chronique, de dépression ou de sautes d'humeur fréquents. Aussi, si vous faites peu d'exercice, si vous souffrez d'une forme d'arthrite et ou si cela est déjà présent dans la famille. Donc regardez dans votre famille si des personnes sont déjà touchées par les mêmes symptômes. Et la fibromyalgie peut aussi survenir suite à la violence physique ou à un choc émotionnel. Là encore, c'est un terrain de prédilection. Alors, sur un plan comportemental, très souvent, un sujet qui est prochainement fibromyalgie, donc qui va le devenir à moyen terme ou à court terme, est une personne qui ne s'autorise pas à ressentir sa fatigue ou ses inconforts, qui ne s'arrête pas dans la journée, parfois pendant des années. Et en fait, c'est une personne qui ne relâche pas la pression et qui ne s'écoute pas. Et oui, elle tient sur les nerfs. C'est souvent une personne qui est à la base généreuse, qui est prête à s'oublier par rapport aux autres et qui a oublié qu'on ne peut plus donner ce qu'on ne reçoit pas. Elle peut être aussi perfectionniste. Voilà, donc si vous vous reconnaissez dans ces traits de personnalité, attention, attention, faites attention à ce que vous faites et comment vous gérez vos réserves énergétiques et votre gestion du stress. Alors,
qu'est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir en prise en charge? Alors, au niveau médical, c'est assez limité à ce jour. Déjà, ça a mis beaucoup de temps pour que la fibromyalgie soit reconnue. D'ailleurs, je ne suis pas certain que ça le soit encore aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de remède, il y a seulement des palliatifs. Les médecins vont souvent suggérer de l'exercice, ce qui est une bonne chose, une alimentation saine, ce qui en est encore une autre bonne, et une aide à la gestion du stress, puisque c'est les fondamentaux par rapport au terrain d'un fibromyalgique. Souvent, le traitement médical de la fibromyalgie est composé d'analgésiques, donc les antidouleurs, les antidépresseurs et des médicaments parfois antiépileptiques. Tout cela est une pratique assez courante. Mais est-ce que cela en soi traite le terrain? Pas forcément. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les causes deviennent de plus en plus claires aujourd'hui avec la science qui avance de plus en plus. On a constaté en fait une augmentation de certaines bactéries intestinales et une diminution d'autres qui sont causées par le stress, la maladie, les traumatismes et même les produits chimiques toxiques. Tout d'abord, on a pu évaluer qu'il y avait un lien direct entre le microbiote intestinal, sa composition, et la fibromyalgie. Par exemple, on a vu que de nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie ont des problèmes intestinaux qui sont liés à des intolérances, notamment alimentaires. Alors, ça se traduit de différentes manières, avec des selles régulières, la constipation, de la diarrhée, des douleurs abdominales, des ballonnements, et chez environ un tiers des patients, ce qui est loin d'être négligeable, le syndrome déclaré de l'intestin irritable. Alors, effectivement, une étude portant sur 77 femmes atteintes justement de la fibromyalgie et 79 femmes témoins sans cette fibromyalgie, dans la revue Pain, a montré des différences significatives dans les microbiotes de celles atteintes de la maladie. Microbiote égale flore intestinale, je le rappelle. On a pu constater que 19 souches particulières de bactéries étaient présentes à des niveaux supérieurs ou inférieurs, et plus les différences étaient grandes, plus les symptômes étaient extrêmes. Or, comme on le sait, toute altération de la flore intestinale entraîne inévitablement une dégradation progressive de la barrière intestinale et dans la foulée une réaction en chaîne, notamment de type immunitaire, qui devient excessif et qui finit par provoquer une inflammation de plus en plus chronique de l'intestin et qui peut même se diffuser à d'autres parties de l'organisme. Alors ça peut expliquer justement en partie les inconforts intestinaux et l'amplification des douleurs musculaires. Le deuxième lien qu'on a pu établir, c'est un lien entre la prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, qui est une partie de votre intestin, et la fibromyalgie. On appelle ça le syndrome du SIBO, S-I-B-O. Alors, la fibromyalgie, en fait, s'est révélée, au final, est une maladie de l'intestin grêle. Dans 90 à 100% des cas, donc c'est quasiment la totalité, le patient présente une prolifération bactérienne intestinale, donc on appelle le SIBO, dans l'intestin grêle. Alors en fait, le SIBO n'est causé par aucun type de bactérie. En fait, les bactéries qui devraient se trouver dans le côlon, donc plus bas, on finit par migrer en remontant dans l'intestin grêle, donc juste en dessous l'estomac. Et cette infestation interfère avec la digestion normale des aliments. On a des hôtes à un endroit où on ne devrait pas en avoir. Ça finit par endommager la muqueuse de la paroi de l'intestin grêle, avec pour résultat au final des bactéries qui peuvent passer dans la circulation sanguine où elles produisent leurs déchets, ce qui augmente la toxicité dans le sang, ce qui augmente l'inflammation et ce qui favorise une réaction immunitaire, entraînant ainsi une kyrielle de maux et de douleurs dans l'ensemble du corps. D'ailleurs, parfois dans certains livres, on va voir que la fibromyalgie appartient à la catégorie des maladies dites auto-immunes. Alors, ça, ce sont les deux relations essentielles qu'on a pu trouver. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant d'étudier, c'est comment renverser la situation en votre faveur. Première chose, bien évidemment, prendre soin de son terrain. Alors, comment faire? Il faut modifier votre terrain à l'aide d'une alimentation appropriée,
afin de rééquilibrer votre flore et calmer les inflammations intestinales. Le point de départ, en fait, est de manger des fibres solubles qui sont plus naturelles pour votre intestin, puis de les augmenter à travers une consommation de pectine et d'inuline. Ensuite, après 4 à 6 semaines, vous pouvez alors en fait commencer à manger des aliments contenant des bactéries, donc notamment le lait non pasteurisé pour les souches de Bifidobacterium, le kéfir pour les souches de Lactobacillus et la choucroute pour un certain nombre d'autres espèces microbiennes bénéfiques pour votre intestin. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a le vinaigre de cidre de pomme qui est utile et qui va favoriser la prolifération de ces bonnes bactéries avec ces 3 aliments. Alors, le kombucha, le tempeh et le kimchi. Les patients, ensuite, on a pu voir aussi des choses très intéressantes concernant les patients justement qui étaient intolérants au gluten. Donc le gluten est absolument à éviter chez les fibromyalgiques. On s'est aperçu en fait, ainsi que pour les produits laitiers, excusez-moi j'ai oublié de citer, les produits laitiers de grande consommation qui doivent être aussi évités. On a justement, à travers une étude scientifique récente, on a vu que la consommation de blé peut jouer un rôle important dans la fibromyalgie. Cette étude en fait a été publiée dans la revue BMC Gastroentérologie et était intitulée Impact clinique d'un régime sans gluten sur la qualité de vie liée à la santé chez 7 patients atteints de fibromyalgie avec maladie de cœliaque associée. Je rappelle que la maladie de cœliaque, c'est une intolérance totale de toute trace de gluten chez un individu et que cela doit absolument être totalement banni. Alors, les chercheurs décrivent leur découverte la plus pertinente comme suit. Je cite, en fait, la remarquable amélioration obtenue pour toutes les mesures de résultats après 1 an de régime sans gluten ininterrompu chez 7 femmes atteintes de la maladie de cœliaque et qui étaient précédemment classées comme des patientes avec le syndrome de l'intestin irritable ou de fibromyalgie à un stade sévère et qui ont été recrutées par dépistage parmi les patients de ces 2 catégories. Autre mesure, bien évidemment, au niveau alimentaire, les aliments crus. Une étude de 2001 a révélé que 19 des 30 patients atteints de fibromyalgie ont connu une amélioration significative de leur état après la mise en œuvre d'un régime alimentaire principalement cru. Alors, 2 petites choses qu'il faudrait éviter, par contre, lorsqu'on veut rééquilibrer sa flore intestinale, c'est d'une part, quand il est possible bien sûr de le faire, les médicaments, en particulier les inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP, les antibiotiques sur un traitement de longue durée et les corticoïdes comme la cortisone, qui malheureusement ont un impact sur la flore intestinale. Dans ce cas-là, il vaut mieux se complémenter en parallèle de ces traitements avec un probiotique. Il faut aussi éviter le stress, l'alcool, les aliments marinés, le sel et le sucre. Et bien évidemment, éviter autant que possible un mauvais sommeil. Alors, quelles sont maintenant quelques pistes d'amélioration que vous pouvez envisager? En dehors de l'alimentation, vous pouvez avoir recours en fait à un grand nombre d'aides naturelles comme les supplémentations alimentaires. Vous pouvez par exemple être aidé en éliminant des excès de levure intestinale avec par exemple l'huile essentielle d'origan. Alors pas de contact direct avec cette huile bien évidemment dans la bouche puisqu'elle est très... vous allez vous brûler en fait. Donc absolument à éviter à diluer dans de l'huile ou même à ne pas avoir en contact du tout avec les muqueuses de la bouche. Vous avez l'acide caprylique, vous avez aussi le pot d'Arco ou le lapacho, ou alors vous avez l'excellente artémisinine qui est un principe actif issu de l'Artemisia annua qui tue également certains parasites et pathogènes, mais en France qui, il me semble, n'est pas autorisé. Vous avez la souche Lactobacillus rhamnosus que vous trouvez dans le lait biologique en fait non pasteurisé, la glycine, la glutamine qui peuvent aider à régénérer la barrière intestinale. Vous avez aussi la souche Bifidobacterium infantis qui aide à soulager le syndrome du côlon irritable. Ensuite, vous avez aussi, bien évidemment, puisqu'on parle de stress, le magnésium. On sait depuis au moins 1994 que les patients atteints de fibromyalgie ont des niveaux de magnésium plus faibles dans leurs globules rouges que les sujets normaux. De plus, une étude en 2008
a révélé que les patients atteints de fibromyalgie ont une association entre la fatigue et le magnésium sérique. Dès 1995, en fait, les chercheurs ont confirmé dans une étude en double aveugle, randomisée et contrôlée par placebo, qu'une combinaison d'acide malique 200 mg et de magnésium 50 mg est un traitement efficace pour les patients atteints de fibromyalgie primaire. Vous avez aussi une étude de 1999, toujours sur le magnésium, qui a révélé que les patients fibromyalgiques avaient des niveaux plus élevés de calcium et de magnésium dans leurs cheveux et que la supplémentation en ces minéraux réduisait le nombre de points sensibles, comme je vous l'ai dit, au niveau notamment musculo-squelettique, indiquant leur rôle thérapeutique potentiel dans le traitement. Vous avez aussi une autre substance intéressante qui est la vitamine D. Il faut savoir, alors en fait, qu'une carence en vitamine D est fréquente chez les patients atteints de fibromyalgie et qu'en fait cela survient plus fréquemment chez les patients souffrant d'anxiété et de dépression. Il y a une étude justement plus récente de 2014 qui a révélé que l'optimisation des niveaux de vitamine D chez les patients atteints de fibromyalgie avait un effet positif sur la perception de la douleur. Alors tout ça, il y a les études, je peux vous les donner en référence, parce que je n'ai rien inventé, tout est disponible. Vous avez aussi une autre substance qui est intéressante, à laquelle on ne pense pas, qui est la coenzyme Q10. Une étude de 2007 a révélé que les niveaux de coenzymes antioxydants et cofacteurs mitochondrial, donc la fameuse Q10, sont environ 40% plus faibles chez les patients atteints de fibromyalgie par rapport aux témoins sains, indiquant un rôle en fait possible dans son utilisation pour remédier à cette carence. Une autre substance à laquelle il faut s'intéresser, c'est le D-ribose, qui est peu connu en France, mais qui est une forme de sucre déjà prédigéré, qui est disponible immédiatement pour la fabrication d'énergie au niveau cellulaire. Une étude justement de 1985 a révélé que le D-ribose réduisait considérablement les symptômes cliniques chez 66% des patients souffrant de fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique. Vous avez ensuite la vitamine C et justement le brocoli qui en contient, avec une étude en l'an 2000 qui a révélé qu'une combinaison d'un supplément de vitamine C d'origine alimentaire à hauteur de 100 mg et de brocoli à hauteur de 400 mg a entraîné une diminution de 20,1% de la douleur et une diminution de 17,8% des scores d'impact de la fibromyalgie. Voilà, donc ça, ce sont quand même des pistes assez intéressantes qu'on peut, je dirais, associer pour éventuellement les potentialiser les unes par rapport aux autres. Mais surtout, ce qui est intéressant, on va en parler maintenant, c'est peut-être le plus intéressant d'ailleurs, c'est le fait qu'il y a plus de 20 techniques thérapeutiques différentes qui ont été étudiées pour améliorer la condition des patients atteints de fibromyalgie et qui ont mis justement en lien cette fibromyalgie avec la gestion du stress et de la douleur. Et je vous engage vraiment à vous intéresser de plus près à ces techniques que vous pouvez trouver aujourd'hui en France assez facilement. La première de ces techniques, c'est la sophrologie. La deuxième technique, c'est la cohérence cardiaque. La troisième technique, c'est l'hypnose. Ensuite, vous avez l'entraînement à la méditation de pleine conscience. Alors, je m'attarde un peu sur cette technique. Il y a une étude en 2007 qui a révélé que l'entraînement à la pleine conscience améliorait la dépression chez les patients atteints de fibromyalgie. Et comme l'a fait une étude similaire d'ailleurs en 2009, et en fait, cette étude a aussi révélé que cela réduisait leur détresse psychologique. Donc ça n'est pas négligeable. Vous avez ensuite le yoga. Il y a une étude de 2007 qui a révélé que la pratique du yoga a des effets thérapeutiques chez les patients atteints de fibromyalgie. Donc en fait, comme l'a fait une étude similaire de 2010 qui a abouti à une amélioration des mesures normalisées des symptômes et du fonctionnement de la fibromyalgie, y compris la douleur, la fatigue et l'humeur. Il y a une étude aussi toujours par rapport au yoga en 2011 qui a révélé
qu'une intervention de yoga de 8 semaines a entraîné en fait une amélioration de la douleur, du fonctionnement psychologique et de la pleine conscience et des changements dans les niveaux de cortisol, qui est l'hormone du stress, chez les femmes atteintes de fibromyalgie. Donc le yoga est loin d'être négligeable comme solution, je dirais, douce. Une autre technique dont je souhaitais vous parler, c'est l'imagerie guidée. Alors en fait, une étude de 2006 a révélé que l'imagerie guidée améliorait l'état fonctionnel et le sentiment d'auto-efficacité pour gérer la douleur et d'autres symptômes de la fibromyalgie. Une étude de 2008 en fait a montré que la relaxation associée à l'imagerie guidée améliorait l'état des patients atteints de fibromyalgie. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir donné un maximum de pistes. J'espère aussi que vous pourrez trouver votre bonheur là-dedans et améliorer votre situation. Si possible, bien évidemment, je vous encourage à toujours rester dans un cadre médical avec un thérapeute de santé, de façon à savoir ce que vous faites et à avoir un suivi dans votre historique. Et vous serez toujours moins objectif sur votre propre situation, sur votre propre évolution, qu'en faisant appel à un thérapeute qui lui verra vraiment de l'extérieur comment vous évoluez. Car parfois au début cela peut être relativement peu perceptible. Mais avec le temps, les bénéfices s'amplifient. Voilà, je vous souhaite bonne chance sur votre chemin et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner à ma chaîne. Voilà, merci beaucoup, au revoir.